Alors, bonsoir à tout le monde. Euh, Félicitations d'être là. On va attendre petit à petit que les gens arrivent. Je vais juste. Alors d'abord, donc il y a un chat pour ceux qui ne connaissent pas Zoom. Il y a discuter en bas. Et puis on va, en fait, quand vous aurez des questions au fur et à mesure ou des remarques, vous pourrez les mettre là-dessus. D'abord, la question dans le petit chat, est-ce que tout le monde nous voit et nous entend? Autant moi que le docteur Dominique Fournier. Il faut juste donc le Voilà. noter dans la discussion. C'est Voilà, pas OK. Si c'est pas OK. voilà. Juste un petit oui, tout OK, c'est parfait, magnifique. Alors, on va attendre que tout le monde vienne. Alors, je suis vraiment très enthousiaste ce soir à ce webinaire. Et puis, dès que tout le monde sera là, je vais commencer avec les présentations. Parfait. Alors, ce que je pourrais aussi demander à chacun d'entre vous, c'est juste d'être, normalement, les micros ne sont pas allumés, juste d'être bien sûr que votre micro en bas à gauche est sur muet. Il n'y a aucun problème pour la vision, c'est toujours sympa quand on peut se voir, mais juste pour pas qu'il y ait voilà, des bruits pendant la présentation. D'accord? Parfait. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, je pense qu'on va bientôt pouvoir démarrer. Il y a encore des gens qui sont en train d'arriver. On va finir juste là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc, juste, je disais pour les nouveaux arrivants, euh, donc juste couper, s'il vous plaît, le micro en bas à gauche. Après, il y aura une session questions à la fin. Et puis, voilà, je pense on va gentiment démarrer. On est 22 pour le moment, 23. Les autres vont arriver. On a 70 personnes qui sont normalement inscrites ce soir. Alors, bonsoir à tout le monde. Félicitations de prendre le temps de venir à écouter ce webinaire passionnant. C'est le webinaire La santé du sein et surtout des progrès qu'on a au niveau technologique. Donc, j'ai le grand plaisir d'avoir en invité le docteur Dominique Fournier, spécialiste en radiologie, également un ami à moi. Bonsoir Dominique. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on a déjà eu un webinaire ensemble il y a quasi une année sur le dépistage, mais il y a des nouveautés puisque la technologie avance à grands pas. Et puis, Dr Fournier va partager certains éléments ce soir par rapport à ces avancées. Et puis, je me réjouis déjà de passer ce moment. La conférence va durer à peu près 45 minutes. Il y aura du temps pour les questions après. Nous avons aussi Anastasia, que vous voyez qui est avec nous, qui prendra aussi vos questions et puis on les répondra au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère de nouveau que c'est tout bon pour tout le monde. Dès que vous rentrez, mettez juste oui, OK, je vous entends, je vous vois sur le chat. Comme ça nous permet de voir que tout le monde est là. Alors, je te passe la parole, Dominique. Merci beaucoup et puis je te laisse démarrer. Merci Igor et merci à tous d'être là et bienvenue. Donc Igor m'a mis un challenge là parce que cette phrase qu'il a mis là m'a un peu interpellé et je ne sais pas si je pourrais démontrer ça ou en tout cas essayer d'entrer en préambule vers cette technique la plus avancée au monde et unique en Suisse. C'est en devenir, mais vous allez voir que ça peut déjà être là sous peu. Évidemment que le dépistage du cancer du sein est essentiel pour toute femme et je dirais aussi même pour les hommes. Et je vais vous parler d'un sujet
que j'ai déjà traitées dans différentes situations. Ça, c'est le résumé un petit peu de ce qu'Igor me demande de traiter. L'intelligence artificielle, le dépistage, est-ce que ça peut se faire sans compression, sans irradiation? On reprendra tout ça à la fin du déroulé des différentes dias. Et puis, quels sont les avantages de cette nouvelle technologie d'ultrasons qui s'appelle ABUS, Automated Breast Ultrasound? Et puis, comme on est en période Covid, il faut quand même qu'on parle un petit peu de ce qui se passe autour du sein avec le Covid, et c'est en particulier les ganglions axillaires qui gonflent. Quand on a eu un cancer du sein, quand on a un cancer du sein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper et comment il faut s'en préoccuper? On ébauchera des solutions de gestion de ce côté-là aussi. Donc, la base de mon exposé est un topo que j'ai fait il y a un mois à Paris à la Société francophone d'échographie, où j'ai parlé du dépistage du cancer du sein revisité par l'échographie et l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui m'est cher et vous verrez qu'il y a des nouveautés à connaître. Et parmi ces nouveautés, je les mets dans les objectifs ici. Je fais un rappel sur le cancer du sein en général et un rappel sur les avantages et limites des méthodes actuellement recommandées pour le dépistage, entre autres le dépistage des programmes cantonaux, qui s'appelle le dépistage de masse organisé de 50 à 74 ans. Et puis surtout, un sujet qui vient sur le tapis ces dernières années, en Suisse et en France, et aux États-Unis et au Canada, c'est donner de l'information sur le dépistage du cancer du sein aux femmes, mais aux soignants, parce qu'on a quand même certains soignants qui sont réticents à entrer dans le sujet. Ils n'ont pas le temps, ils sont réticents ou ils n'ont pas le temps. C'est un peu la même chose pour la conséquence chez les femmes. On doit savoir quel est le risque par rapport à l'âge, par rapport à la situation familiale et personnelle, si on a déjà eu un cancer du sein, et par rapport aussi au gros sujet de la densité mammaire. Est-ce que vous, les femmes qui nous écoutez ce soir, vous connaissez votre densité mammaire? C'est très important et je pense qu'à la fin de cet exposé, vous aurez ou des solutions ou encore des questions à poser à ce propos. Et puis après, quelles sont les alternatives modernes au dépistage, on va dire par mammographie seule? Ce sera déroulé au cours de cet exposé aussi. Donc, j'ai une petite question, comme on fait dans les congrès, hein, comme on est presque à un congrès ce soir entre nous. Hein, donc, je vais vous poser une question et vous aurez la réponse à la fin. Hein. Parmi les recommandations actuelles, le dépistage du cancer du sein peut se faire par les méthodes suivantes. La mammographie digitale, ça veut dire que c'est comme les appareils de photo modernes. Donc, digital est peut-être en trop, mais mammographie, palpation, l'échographie, l'IRM ou toutes les réponses ci-dessus. Donc, notez ça dans un petit coin de votre tête et puis on y reviendra Je là. vous invite en fait à chacun, ce serait bien. Il n'y a pas de concours ou de notes, mais de juste mettre, peut-être Dominique, si tu peux revenir, juste comme ça, les gens peuvent mettre A, B, C, D ou voilà ou E. E, C'est toutes oui, les c'est une questions. erreur. Pas de Ça doit problème. être E. A, B, C, A, B, D ou C, E. D. Voilà. Mettez-le dans votre chat. Ça permettra juste d'avoir une petite idée. Un petit Donc, challenge. mammographie digitale, Oui. euh, Palpation. palpation, échographie, IRM ou toutes les questions ci-dessous en E. Mettez-les Voilà. dans le chat. Deuxième question, un peu plus sophistiquée, mais quand même, vous pouvez trouver ou vous challenger en tout cas. La mammographie rate 20% des cancers dans les seins très denses, qui s'appelle type D. C'est vrai ou faux? Donc là, pour la question 1, vous mettez A ou B. L'échographie permet de détecter des cancers plus petits que la mammographie, vrai ou faux? Le pourcentage de cancers survenant avant 50 ans est de 25%, vrai ou faux? La palpation n'est pas utile pour dépister le cancer du sein, vrai ou faux? Avoir des seins denses augmente de 4 à 5 fois le risque de cancer du sein, vrai ou faux? Donc là aussi, 1, 2, 3, vous mettez A ou B, et puis on se revoit à la fin sur cette question. On vous fait vraiment travailler ce soir. Hein, donc, regardez, on vous donne encore peut-être juste encore 30 secondes pour regarder ces éléments parce que vous verrez vraiment qu'en répondant à ces questions, vous allez avoir une prise de conscience finalement de certains éléments qu'on a maintenant dans le dépistage classique ou dans les maladies du sein. Et puis, vous verrez les chiffres ou les réponses sont surprenantes. Voilà. Merci. Très bien.
Alors, pourquoi revisiter le cancer du sein, surtout le dépistage du cancer du sein? Parce qu'il y a des nouvelles recommandations depuis 5 à 7 ans, qu'elles soient nationales ou par les sociétés savantes, pour le dépistage, mais aussi pour le traitement et pour le suivi du cancer du sein. On va surtout parler du dépistage. Puis, une évolution sociétale aussi, une légitime revendication des femmes de participer au choix pour le diagnostic et aussi pour le traitement du cancer du sein. Il y a une personnalisation de la médecine en général. Il y a une obligation d'une meilleure gestion des ressources et des coûts, du point de vue de la société aussi. Puis on a des nouveaux développements technologiques dans les méthodes de diagnostic. Donc c'est le moment de revisiter tout ça. Alors quels sont les enjeux à la base de cette revisite? C'est que l'incidence du cancer du sein, il augmente, surtout avant 50 ans. On a des recommandations officielles des usages qui ont des limites, entre autres pour le dépistage organisé, où on fait une mammo seulement. Maintenant, dans les seins denses, on recommande aussi une échographie, mais ce n'est pas toujours fait. Et puis, on a surtout cette information insuffisante aux femmes et information méconnue des soignants. Alors, le but aussi des soignants, c'est qu'on a un devoir d'information envers les femmes, pour que chacune puisse faire valoir son avis éclairé, pour avoir les meilleures chances d'être dépistée précocement. Et pour cela, il faut qu'elle puisse, avec son médecin traitant, choisir un dépistage optimal selon son risque personnel. On parle beaucoup maintenant de risque personnel. Et vous allez voir au cours du déroulement de cet exposé aussi quels sont les éléments des risques personnels et on pourra en parler à la fin. Donc, pour le dépistage individuel, qui n'est pas dans le cadre des programmes ou qui peut être partiellement dans le cadre des programmes cantonaux, c'est pour qui et à quel âge commencer? Et pour qui le dépistage par mammographie seul suffit? Ça, c'est les programmes cantonaux de 50 à 74 ans. Ça peut suffire. Alors, les limites du dépistage par mammographie seule, c'est les seins denses. Vous voyez en bas à droite ici, différentes densités mammaires. C'est un sein type A, type B, D. Et dans les C et les D, vous pouvez comprendre qu'un cancer qui se manifeste en général par une image étoilée blanche, dans de la graisse, là, ça se voit bien, mais là-dedans, en haut, dans ce placard ou dans le sein tout à droite ici, ça va être complètement masqué. Je dis souvent aux dames, vous avez un sein nuageux, comme un ciel nuageux, comme un type D. Quand le ciel est totalement nuageux, vous ne voyez pas les avions. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Il vous faut un radar pour le voir. Eh bien, le radar et l'échographie, c'est le même type d'onde qui peut voir à travers la glande pour le sein pour dépister des cancers ou des nodules bénins aussi parfois, mais on s'intéresse surtout au cancer. Et puis, dans le ciel nuageux, eh bien, le radar voit les avions. Et aussi, ça c'est un des faits, c'est que ça diminue la visibilité du sein, mais avoir beaucoup de glandes mammaires et peu de graisse dans un sein, ça augmente en soi le risque de cancer du sein de 4 à 6 fois. C'est comme d'avoir une maman qui a un cancer du sein, à peu près le risque. Et dans les seins denses, la mammographie rate un cancer sur 2. Et il faut aussi savoir que quand on fait une mammographie, on a 2 à 3% des cancers qu'on ne voit pas parce qu'ils sont hors dehors du champ de compression, hors dehors de l'image. Donc ça, on ne le rappelle pas assez, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte quand on fait, nous les radiologues, des mammographies. On palpe parfois des cancers, la dame vient avec un cancer, on n'arrive jamais à l'imager parce qu'elle est trop haut sur la clavicule, par exemple, sous la clavicule. Puis il y a toujours une irradiation qu'on essaie d'éviter au maximum, même si les appareils modernes irradient 10 fois moins qu'il y a une dizaine d'années. Alors, quelques généralités sur le cancer du sein. À la première ligne, c'est pour la France, mais pour la Suisse, des statistiques sorties récemment. On a 6250 cancers du sein en Suisse, dont 50 chez l'homme. Donc, ça arrive chez l'homme. On a une incidence qui augmente régulièrement après l'âge de 35 ans et on n'a pas de réelle explication. On sait que le mode de vie occidental on va dire, augmente tous les cancers, dont celui du cancer du sein aussi. Il y a le rôle de l'alimentation, ce n'est pas prouvable, c'est un constat par rapport à notre civilisation moderne. On pense que la pollution joue un rôle, les traitements hormonaux, le fait qu'il y a des pilules, des traitements hormonaux substitutifs beaucoup plus qu'avant, et ça se retrouve peut-être en microparticules dans ce que nous mangeons tous. Quelques généralités sur la croissance tumorale. Donc, on pense que le temps de doublement d'une tumeur, ça prend 4 à 7 mois et que pour atteindre la taille de 7 mm, un cancer prend plusieurs années, 5 à 7 ans. Il y aura toujours des exceptions. Un cancer qui n'était pas là l'année passée du tout visible et puis tout d'un coup, on a quelque chose de 4 cm. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Le stade infraclinique, ça veut dire quand ce n'est pas palpable, il peut prendre de 12 à 15 ans. Donc, il va croître ce cancer
pour, millimètre par millimètre, arriver à une taille palpable, en général 1 cm quand c'est en surface, sur une dizaine d'années. Et puis, bien sûr, plus la tumeur est grande, plus il y a le risque de métastase axillaire pour commencer, puis après dans le reste du corps. Ça, c'est évident. Et si on détecte un cancer à un stade précoce, moins d'1,5 cm par exemple, à 2 cm, eh bien, on a une très bonne survie maintenant avec les traitements modernes que l'on peut appliquer. Alors, juste un petit rappel pour déterminer 2 formes de cancer que vous connaissez peut-être. On a ce qu'on appelle le cancer in situ et le cancer invasif infiltrant. Le cancer in situ, vous voyez ici, c'est une image d'un canal, c'est un tuyau avec des cellules épithéliales régulières. Après, il peut y avoir une prolifération, une hyperplasie qui est encore bénigne ou atypique. Et ça va vers le précancer, hyperplasie atypique. Et on a des cellules qui se dédifférencient pour faire des cellules cancéreuses. Quand elles restent dans le canal, c'est un cancer in situ. Quand elles commencent à sortir du canal, c'est un cancer infiltrant et qui peut faire une masse dans le sein. Une fois que le cancer a été, on va dire, infiltrant, il peut disséminer des cellules le long des vaisseaux lymphatiques pour aller coloniser les ganglions lymphatiques qui sont toujours présents sur le bord du sein et vers la région axillaire. Et une fois dépassés ces ganglions axillaires et sous-claviculaires, ça peut aller dans la grande circulation sanguine et après se répartir dans différents organes que sont le poumon, le foie, le cerveau et les os, par exemple. Donc ça, c'est les différents stades qu'on peut obtenir. Alors, le cancer in situ, ça c'est un article d'une équipe de Lausanne qui est paru en 2017 qui démontrait qu'en fait, le cancer in situ, c'est 20 à 25% des cancers diagnostiqués par mammographie. En lui-même, ce n'est pas un danger quand ça reste dans les canaux. Mais quand on les voit, surtout marqués par des microcalcifications, on les enlève et on peut parfois les voir à l'échographie aussi, comme de tout petits nodules. Quand ça récidive, ce cancer in situ, ça récidive sous une forme invasive, donc ça devient plus agressif. Et là aussi, on a des études maintenant avec des scores pronostiques, des outils électroniques et des signatures génomiques qui permettent de déterminer si un cancer in situ mérite une radiothérapie complémentaire ou bien pas. Donc là aussi, il y a des progrès par la recherche moderne. Là, on vous montre un petit tableau. Sur la première colonne, il y a la tranche d'âge 0 à 14 ans jusqu'à plus de 95 ans, le nombre de cas pour 100 000 habitants. Et vous voyez qu'à partir de 30-35 ans, à 25-29 ans, on est à 8 pour 100 000 et après, on saute à 30. À partir de 35 ans, c'est 72. À partir de 40 ans, c'est 144. 45 ans, 232. Et vous voyez qu'à 45-49 ans, on est très proche de l'âge où commence le dépistage. 232-280, c'est presque comparable. Il y a des pays qui commencent le dépistage à 45 ans. On les comprend pourquoi. Et ce que j'ai mis dans ce rectangle bleu, c'est les tranches d'âge concernées par le dépistage des programmes cantonaux. Donc, vous voyez que c'est une partie et après, il y en a encore beaucoup et il y en a pas avant. Et c'est ça qui commence à augmenter maintenant, c'est avant 50 ans. Là, Dominique, juste ça, je suis Oui, toujours très étonné. Comment ça se fait que ce programme de dépistage, finalement, a choisi ces tranches d'âge? C'est quelque chose qui, historiquement, avait été choisi parce que finalement, on voit qu'en prenant le moins de 50 ans et le plus de 75 ans, on a quand même des grandes quantités. Et puis, on a toujours un peu ces difficultés aussi avec les assurances, des fois, pour que les patients se fassent rembourser. Donc, comment est-ce que cette tranche d'âge a été déterminée? Je trouve ça alors, très on voit étonnant. déjà que ce tableau, merci Igor, c'est une bonne question. On voit qu'il date de 2005. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas réactualisé, ça fait un bout de temps déjà. Et les programmes de dépistage ont commencé il y a une trentaine d'années. Donc, l'espérance de vie des dames, à l'époque, elle était peut-être 80 ans. Maintenant, elle est plus de 88, je crois. Donc, on se disait, ben, si on va jusqu'à 70, 75, c'est déjà pas mal. Et maintenant aussi, l'incidence a nettement augmenté. Du temps de nos études, c'était une femme sur 12. Maintenant, c'est une femme sur 8. On est bientôt peut-être à une sur 6, qui a un doublement en 30 ans, en une génération quand même. Donc, c'est pour ça que les choses doivent changer maintenant. Il y a beaucoup de réflexions. Mais vous savez, les changements, d'abord, ça prend du temps et puis ça coûte. Donc, qui va payer pour ça? Est-ce qu'on est bien avec la mammographie de dépistage seule, etc. Les tendances, ça commence à faire tache d'huile depuis une dizaine d'années aux États-Unis, au Canada, ça vient chez nous, hein, Dance Breast et tout ça. Donc, il faut, et on le verra au cours de cet exposé, les choses doivent changer. On peut se baser encore un peu là-dessus, ou plus, ça dépend de la philosophie qu'on a, mais on ne va pas mettre à la poubelle ça, je vais vous montrer pourquoi, mais on peut faire des pour à ça.
Donc, le trépied diagnostic, on y reviendra. Je vous ai juste mis ici la mammographie de dépistage dans le chapitre 2, imagerie, pour les prochaines dias. Et on reviendra sur cette diapo un peu plus loin. Donc, les méthodes de dépistage, on a chez nous les programmes cantonaux par mammographie et puis le dépistage, on va dire individuel, comme ça, qui est fait en dehors de l'âge de 50 à 74 ans, mais aussi dans cette tranche d'âge, qui se fait par mammographie, très souvent couplée chez nous à l'échographie, on verra pourquoi, et parfois à l'IRM, quand on a des facteurs de risque, comme tout en bas de cette diapositive, des femmes qui sont porteuses de gènes particuliers pour le cancer du sein et le cancer ovarien. Donc, si on a aussi une mère, une sœur, une fille, un père, un frère ou un fils qui a un cancer du sein, c'est rare chez les hommes, mais ça peut arriver, eh bien, on est aussi à risque comme maman, comme sœur. Donc ça, c'est un dépistage personnel qui est admis maintenant sur certaines conditions qui sont un peu complexes à détailler ici. Je vous remets ici la tranche d'âge de la population cible, c'est ce qui est en vert ici, sur une population belge qui est dépistée par les programmes de dépistage. Donc, vous voyez la courbe rouge sélectif. Donc, on va toucher ces cancers invasifs là et on va toucher ces cancers in situ en bas. Il y a beaucoup moins de cancers in situ que d'invasifs, mais sur la gauche du vert, ce n'est pas touché par le dépistage et sur la droite non plus. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une certaine frange de population significative qui n'est pas impliquée dans ce dépistage. Ici, c'est aussi un autre type de courbe pour vous montrer que sur la droite ici, quand on commence à faire le dépistage à 50 ans, il y a toute une frange de population qui n'avait jamais fait de dépistage avant, donc on a beaucoup plus de cancers. On a un pic de cancer à la première vague. Et puis après, la courbe, elle suit plus ou moins la pente d'avant. Vous voyez, celle d'un pointillé là et celle-là, c'est la même pente. Puis après, quand on arrête, on a moins de cancer. Mais on pourrait imaginer que cette courbe, elle s'épaule un petit peu, puis on manque tous ces cancers si les femmes arrêtent de se faire dépister après 70 ans. Donc, je vous ai parlé faussement de cette courbe en trétier, parce qu'en fait, cette courbe ici qui monte après le pic, c'est celle-là. La courbe en trétier, c'est les cancers in situ. Les cancers in situ qui sont tout en bas ici, vous voyez, eux, ils ont une multiplication beaucoup plus marquée que le cancer invasif qui part d'ici, qui va là après la première vague. Là, ça fait, je ne sais pas combien de fois, on était à 0, je ne sais pas quoi, à 2, puis là, on est à 200. Donc, en fait, on a une explosion de cancers in situ qui sont marqués par des microcalcifications à plus de 90%. Et ça, c'est difficile à gérer parce que la première fois qu'on voit des microcalcifications, les radiologues, souvent, ils disent « Ah, mais il faut aller les enlever. » Pas forcément, parce qu'il faut les enlever si on les caractérise en très suspectes, mais si elles sont pour la première fois probablement bénigne ou peu suspecte, on peut peut-être attendre 6 à 12 mois si on ne voit rien à l'échographie complémentaire pour ne pas faire ce qu'on appelle des macrobiopsies. Ce n'est pas une biopsie chirurgicale, mais ça coûte quand même 1 500 francs inutilement. Donc ça, c'est un peu ma théorie à moi. Mais comme je suis un vieux, je fais encore de la théorie. Et pour ne pas faire un surdiagnostic et un surtraitement. Parce que si on fait ces macrobiopsies puis qu'on a des cellules atypiques, on dit « Ah, il fallait enlever en chirurgie un peu plus gros morceau pour être sûr qu'il n'y a rien à côté. » Donc on rentre dans un engrenage parfois qui est un petit peu, à mon sens, trop agressif. Et j'aime bien parler avec les patientes quand on a ce type de situation. Si on ne voit rien à l'échographie, ou même parfois on peut faire une IRM dans certaines situations pour dire qu'il n'y a pas d'hypervascularisation, on verra tout à l'heure, donc on attend. On n'a rien à perdre d'attendre un petit peu plutôt que d'entrer dans un engrenage de macrobiopsie à travers la peau, puis après, etc. Donc, c'est un engrenage un petit peu difficile pour tout le monde. Je crois que l'important, c'est on a pu voir la lésion et puis une fois qu'elle est là, on peut la suivre puis on peut voir très rapidement s'il y a une progression. J'ai juste une petite question technique. Est-ce que tout le monde voit l'écran de présentation du docteur Fournier? Juste un petit OK. C'est juste Anastasia qui est en back-office qui demande. Donc, merci de juste tout le monde. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Magnifique. Alors, je te laisse continuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à la poubelle le programme de pistage. Non, au contraire, c'est quelque chose qui est très bien structuré, qui a un bon effet, qui a touché des dames qui s'étaient jamais posé la question de faire un dépistage de cancer du sein. Donc, moi, je conseille aux dames de continuer le dépistage si elles ont l'âge de 50 ans et plus, chaque 2 ans. Et puis après, en fonction de leur risque personnel, d'intégrer là-dedans une échographie régulière
en principe annuel. Mais là, on ne parle pas des assurances. Là, on parle du risque personnel qu'on détermine ensemble pour savoir comment on peut mieux dépister par rapport à la densité mammaire, l'âge ou le risque familial aussi. Même des femmes qui ont un risque familial, je leur conseille aussi d'avoir une mammographie au programme de dépistage parce qu'elle est quasi gratuite, elle est 20 ou autour de 20 francs. Puis après, on fait une échographie complémentaire. Donc, il y a 30% de gains sur la mortalité sur cette étude de finlandaise, je crois, Laszlo Tabar, qui est un précurseur dans le dépistage, donc a démontré par une étude qui datait de 2011, après 30 ans de dépistage, une réduction de 30% de la mortalité. C'est vraiment une belle chose qui a été mise en place. Je crois que ça, c'est aussi un des messages, on en reviendra après, mais je prends de court, c'est aussi que finalement, le prix d'un dépistage, quel est le prix de dépister plutôt et quelle est l'économie qui va être faite en termes de bien-être, de santé, de dépister une maladie bien avant. Si on la prend plus tard, bah, comme Dr Fournier disait, c'est clair, c'est des chirurgies qui sont plus grandes, c'est un risque de mortalité plus élevé. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on prend de plus en plus conscience et je pense que ça vaut largement la peine de faire ces dépistages plus tôt. Tout à fait. Donc là, c'est un peu un résumé des dépistages organisés des programmes. Donc, on touche 50 à 74 ans. Donc, on dépiste en gros 50% des cancers, mais 25% arrivent après 74 ans, qui sont pas dépistés par les programmes. Donc, il faut continuer après, en fonction aussi de l'espérance de vie et puis du statut des gens, quoi. Si les gens sont bien, ben, il faut continuer. Et puis, avant 50 ans, c'est 25%, et il y a même 10% qui arrivent avant 40 ans. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. 10% des cancers avant 40 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une jeune femme de 37 ans qui allaitait, qui est venue avec un placard, et bien elle avait un cancer sous-jacent. Donc ne pas hésiter quand on a une anomalie dans le sein, aller voir son médecin et demander un examen échographique par exemple pour commencer. Et les plus jeunes, c'est pas toujours parce que il y a un héritage génétique, hein, c'est aussi important de savoir ça. Hein. Absolument. Voilà. Donc, les limites de la mammographie seule, c'est 50% de cancers ratés. Puis, il y a des cancers qui arrivent dans l'intervalle des 2 ans. Donc, là, il y a un rappel chaque 2 ans pour venir faire la mammographie. Puis, il y a des cancers qui arrivent 6 mois après la mammographie de dépistage, palpables. Ils font des symptômes, mais 6 mois avant, ben, on ne l'avait pas vu à la radiographie. Ça existe, hein, surtout dans les seins denses. Il y a une petite irradiation, il y a un certain coût aussi. Et puis, il y a de la participation qui est parfois insuffisante. En Suisse, ça va pas mal, en Suisse romande surtout. Tous les cantons suisses, hein, il y a seulement la moitié qui font le dépistage avec la mammographie. Beaucoup de cantons suisses alémaniques ne le font pas. Donc voilà, est-ce que le dépistage plus personnalisé est une alternative? Ben, on va le voir. Donc, je reviens sur quelque chose de plus basique. Hein, vous, mesdames, eh bien, vous avez une grande part de responsabilité pour vos seins, si je peux dire, et vos maris aussi, ou vos amis aussi. Donc, d'abord, c'est la palpation et l'inspection. Ça, vous trouvez sur Internet ou dans les cabinets de vos généralistes ou gynécos. Hein, il y a des petites brochures qui disent comment palper les seins. Vous pouvez le faire coucher, vous pouvez le faire sous la douche. Quand la peau est humide, on sent mieux en mettant une crème de corps. Puis après, il y a l'imagerie, mammographie, écho, IRM, on verra. Puis après, quand on a une boule, un nodule, on peut faire des ponctions par divers types d'aiguilles, en général sous guidage échographique. C'est une dia que j'aime bien et je le mets là. Il faut vraiment se souvenir de ça. Il n'y a aucun test qui permet d'affirmer qu'une femme n'a pas de cancer du sein. Donc, il faut être raisonnable avec ça, mais on va se rapprocher du 100% de valeurs prédictives négatives, c'est-à-dire de dire, Madame, vous n'avez pas de cancer du sein. Et c'est ces techniques modernes qui peuvent diminuer cette incertitude pour aller vers le 100%. Donc, l'examen clinique, c'est un nodule voussure asymétrique, une douleur, un écoulement qui est plutôt sombre, sanglant, puis il y a des changements à la peau, des petites fossettes. Et il y a des cancers qui peuvent être révélés par une douleur. Donc, il ne faut pas croire que j'ai mal au sein, donc je n'ai pas de cancer. Non, 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 non. J'ai mal au sein, c'est 99% pas un cancer, mais 1 ou 2%, ben, c'est un cancer. Si vous avez un sentiment dans votre sein qui dure 1 ou 2 mois, parlez-en à votre médecin. Avoir simplement un sentiment que quelque chose se passe. La palpation, ça détecte encore presque 1/3 des cancers. Et ça détecte 5% des cancers qu'on ne voit pas à la mammographie et à l'échographie. Et quand une tumeur elle est palpable, elle est 2 fois plus grande que celle qu'on trouve à l'échographie ou à la mammographie, donc palpable. Et puis seulement 1/3 des tumeurs palpables sont à un stade précoce. Donc il faut éviter d'arriver au stade de tumeurs qui soient palpables.
Alors Donc, pour évidemment, toi, quelqu'un, je m'excuse juste dans la discussion, pour toi, quelqu'un oui, qui donc une palpation normale, surtout de nos jours, palpation normale, évidemment, n'exclut pas une maladie, d'où l'importance de faire les dépistages, on est d'accord. on est d'accord. Et puis après, ça dépend du type de sein. Ici, vous avez deux types de seins de volumes différents. Donc, vous comprenez bien que dans le sein qui est en bas à droite, la tumeur qui a une taille peut-être d'un petit marron ne va pas être palpable, alors qu'une tumeur de la taille d'un marron, elle sera toujours palpable chez la femme du haut, hein. Donc, ça dépend de la taille, de la profondeur de la tumeur dans le sein, de la taille du sein, de la consistance du sein, ils sont très fermes ou pas fermes. Et puis, si c'est un cancer in situ qui est en général pas palpable ou un cancer invasif, on le comprend bien. Et ces limitations sont aussi valables pour la mammographie, l'échographie et l'IRM, donc aussi pour les modalités techniques. Alors, la mammographie, pour terminer, c'est le seul examen. Là, on passe aux différentes modalités. Donc, pour commencer, c'est le seul examen qui démontre des microcalcifications, j'en ai parlé, qui sont souvent associées à des anomalies bénignes, le plus souvent, mais parfois, ça marque un cancer in situ. Donc, c'est pour ça que dans le dépistage du futur, on ne renoncera en principe pas à une mammographie chaque 2 ou 4 ans. Ça dépendra un petit peu de la texture du sein, de l'âge de la dame. Donc, ça, il y aura toujours une petite compression. Donc, quand on fera une mammographie, hein, c'est un des challenges que m'a mis Igor en début de ce topo. Donc, il y a des cancers qui sont visibles à la mammographie et pas à l'échographie. Et puis, il y a des cancers invisibles à la mammographie qui sont visibles à l'échographie. C'est pour ça qu'on met les deux techniques pour diminuer le risque de rater quelque chose, mais il y a quand même 5% de ratage entre les deux. Et quand on a un doute, une anomalie mammographique, on ne voit rien à l'ultrason ou l'inverse, on a tendance à aller maintenant vers une IRM qui a une haute valeur prédictive négative. Ça veut dire que quand il n'y a rien à 100% pratiquement, hein. On y reviendra tout à l'heure. Voilà un exemple d'appareillage actuel, moderne, hein, qui comprime un peu moins parce que l'arc ici à droite où repose le sein, il est arqué. Et là, c'est le radiologue devant ses consoles avec le CAD, Computer Aided Detection, hein. Donc, on appuie sur un bouton et puis il nous met, on verra tout à l'heure, une marque. Regarde bien là, mon cher radiologue, ne rate rien dans ce que je te montre. Est-ce que c'est bénin ou cancéreux, cette histoire, ou est-ce que c'est suspect ou bénin? À toi de le dire. Moi, je t'attire juste l'œil dessus avec une probabilité. On y reviendra tout à l'heure. Voilà ici un exemple de différents types de seins. On l'a vu tout à l'heure, graisseux jusqu'à très dense. En bas à droite, il y a des tas de petites boules. C'est tous des kystes. Mais là-dedans, si vous avez une boule petite qui n'est pas un kyste, ben vous n'allez pas le savoir. C'est qu'à l'échographie que vous allez le savoir. En résumé, donc, la sensibilité de la mammographie, elle est moyenne, 85%. Dans les seins denses, ce n'est pas bon. Et puis la spécificité, ça veut dire quand il y a une anomalie, est-ce que c'est un cancer? Elle est pas mal. On parle surtout des images étoilées, stellaires, par exemple, hein. Donc, quand il y a une vraie masse cancéreuse, c'est une vraie masse cancéreuse. Alors, pourquoi on rate des choses à la mammographie? Ben, on fait des fausses interprétations. Il y a un aspect bénin qui est nodulaire comme un kyste, puis on voit une lésion qui était déjà là depuis une année ou deux. Donc, on dit, voilà, bah, ce nodule ou cette asymétrie glandulaire, ce nuage dans le ciel, il était déjà là, ça ne bouge pas. On doit s'assurer que pendant 4 ans, ça ne bouge pas avant de catégoriser bénin, mais on a d'autres techniques maintenant, comme l'échographie et l'IRM, pour être plus certain que c'est bénin. Et puis, on a une anomalie qui est visible sur une seule des deux incidences. Ou alors, on a une biopsie chirurgicale qui fait une image étoilée, hein, comme une toile d'araignée, puis on dit, bah voilà, c'était une biopsie. Mais non, ce n'est pas une biopsie, c'est un cancer. Puis il y a les erreurs de détection, on ne le voit pas, on n'est pas concentré, hein, on a une anomalie qui est vraiment suspecte, et puis on ne voit pas la petite qui est à côté ou la petite qui est dans l'autre sein. Et puis, on a aussi une absence d'information de la part des médecins référents. Ils nous envoient, voilà, bilan, etc. Alors que la dame dit non, mais j'ai dit à mon médecin que j'avais un nodule depuis 2 mois dans la région externe du sein. Donc, nous, quand on pousse pas une anomalie clinique, on fait un peu plus d'attention. Puis, dans les seins denses, on sait pourquoi on va les rater. Alors, la problématique des seins denses, pour celles qui s'intéressent, il y a dancebreast.org, c'est des sites américains qui ont mis en avant la problématique des seins denses. Et maintenant, aux États-Unis, c'est obligatoire aux radiologues de donner la densité mammaire sur un rapport de mammographie. Là-bas, 40% des femmes ont des seins denses. Comme je l'ai dit, c'est 4 à 6 fois plus de risque de cancer du sein. C'est comme d'avoir une mère avec cancer du sein. Et ça peut masquer les cancers, vous l'avez vu tout à l'heure. Ici, un sein radiotransparent avec une petite image étoilée ici. Vous transportez ça là-dedans, bah, vous n'allez jamais la voir, hein. Donc, dans les programmes de dépistage maintenant, depuis 4 à 5 ans, quand les seins sont très denses comme ça, on recommande aux médecins de
envoyer la patiente faire une échographie complémentaire. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis après, c'est subjectif encore dans les programmes cantonaux de dire la densité mammaire. Et on a tendance à pas trop pousser vers l'échographie complémentaire parce que ça coûte aux assurances. Mais en fait, si la mammographie détecte cancer sur 1000 femmes, l'échographie rajoute 3. Donc, c'est presque la même chose. Dans certaines situations de descendance, on double le taux de détection en ajoutant l'échographie. Alors, pourquoi on a descendance? Ben, ça peut être héréditaire, hein, on pense, comme ici, avec l'âge. Donc, chez les femmes jeunes avant la ménopause, il y a une imprégnation hormonale de tout le corps, donc des seins. Avoir des enfants, c'est aussi un facteur pour avoir descendance. Si on prend du tamoxifène ou autre traitement hormonal, être svelte, hein, donc pas grasse, ça donne des seins, enfin ça donne, il y a moins de graisse aussi dans les seins, c'est pas que ça donne. Puis la consommation d'alcool est aussi reliée à descendance. On passe maintenant à la technique de l'échographie que vous connaissez certainement tous. Donc là, on augmente de 30% la détection de cancer dans les seins denses, et alors que la mammographie n'est pas très bonne là-dedans, je vous l'ai déjà dit. Et on a une meilleure détection des tumeurs. Pourquoi? Vous avez ici une image d'une tumeur parce que le contraste est bien meilleur que le blanc sur blanc de la mammographie. La tumeur, elle est gris-noir, comme vous le voyez ici en bas et en haut, hein, sur un fond qui est un peu plus clair, vous voyez, qui est gris clair. Donc, c'est assez aisé de trouver même des petites lésions comme ici qui sont infracentimétriques. Là, c'est 2 cm, c'est une grosse ancienne lésion. Et là, la couleur, c'est la vascularisation qui est comme un arbre à l'intérieur. Ici, c'est un ganglion. Ici, en bas, une toute petite tumeur qu'on peut aussi détecter. On la voit hein, clairement, mais avec l'élastographie, on mesure avec les appareils modernes la dureté des tissus et tout ce qui est jaune-rouge est très dur. Et ça, c'est caractéristique d'un cancer à très haute valeur prédictive. Donc, voilà, donc juste dans la terminologie de pervascularisation, ça veut dire la quantité de vaisseaux sanguins qui arrivent, parce qu'évidemment, quand il y a une tumeur, elle va consommer voilà, des nutriments, des choses comme ça, elle a besoin d'arriver de vaisseaux. Et puis, la tumeur crée des nouveaux vaisseaux, puis d'où le terme néoangiogenèse, c'est l'arrivée de ces vaisseaux. Et c'est ce que le docteur Fournier arrive à détecter avec l'échographie. Oui, absolument. Merci du complément. Ici, je vous montre aussi des exemples. Hein. À droite, vous avez 2 carcinomes, ces zones noires sur blanc, noir sur gris, vous voyez bien. Et puis ici en bas, c'est un fibroadénome lobulé. Le carcinome en général, il est plutôt rond avec un axe vertical, mais là, vous voyez que le grand axe, il est oblique. Là, c'est un axe horizontal. C'est un des critères pour dire que c'est bénin, un axe horizontal, alors que quelque chose qui est rond, vertical, mal délimité, ça, c'est un piège aussi. Donc, c'est pour ça qu'on y met toujours une aiguille. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette diapositive, c'est la valeur prédictive négative. Une échographie dans un sein qui n'est pas trop difficile vous exclut un cancer à plus de 94%. Et quand on parle d'un cancer de 1 cm et plus, on peut trouver des cancers de 3-4 mm, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Si on peut exclure tout cancer d'1 cm et plus, il y aura très peu de métastases axillaires, il n'y aura pas de métastases ailleurs. Donc, le but d'une nouvelle, on va dire, approche de cancer du sein, on le verra tout à l'heure par l'échographie automatisée, c'est de se dire on va trouver toutes les tumeurs de moins d'1 centimètre. La femme ne va jamais mourir de ça, en principe, et puis ne va pas perdre son sein, sauf dans quelques situations particulières. Donc, valeur prédictive d'exclusion très élevée. Vous verrez qu'on peut encore faire mieux. Ça, c'est pour vous montrer une radiographie de face du sein droit avec le mamelon qui est ici, la glande en blanc, il y en a un petit peu là. Là, il y a une petite image de distorsion étoilée, voire petit nodule. Et vous voyez que c'est cette zone un peu plus noire qu'on voit finement ici avec ce type d'âge qui est un peu dur en périphérie. Ça nous incite, c'est pas rouge, à mettre une aiguille aussi en périphérie. On prélève le centre, mais aussi la périphérie de la zone pour trouver le cancer. Donc, c'était un petit cancer de 9 mm. L'IRM maintenant, ça c'est déjà une ancienne image, et elle a encore une valeur d'exclusion beaucoup plus élevée que l'échographie. Moi, je dis 99 voire 100%. Vous avez 2 seins qui sont vus de haut, ça c'est le sein droit et le sein gauche ou du bas, et ça c'est les vaisseaux sanguins. Donc là aussi, on parle de vascularisation augmentée parce que, comme l'a dit Igor, un tissu tumoral actif a besoin de nutriments, de glucose, de tout ce que vous voulez, d'oxygène pour croître. Donc, ça développe des vaisseaux sanguins. Et ça, c'est une image où on enlève tout dans l'image, sauf ce qui est vascularisé. Bien sûr, on voit les ombres du corps, hein, les ombres des seins. Et vous voyez qu'ici, du côté droit, on avait vu une tumeur. En faisant l'IRM avant l'intervention, pour savoir si on doit enlever
beaucoup, proches du mamelon, etc., on en trouve 3 autres, donc il y en a 4. Et quand on a 4 tumeurs comme ça qui sont à distance les unes des autres, on ne peut pas garder le sein pour des questions, on va dire, de récidive et comment dire ça, de succès de l'intervention. On doit enlever le sein pour éviter les récidives. Donc l'IRM a une très haute valeur d'exclusion de cancer et est utilisé en dépistage chez les femmes à haut risque. Vous avez d'autres exemples ici. Vous voyez que ce sein, il a des petits piquetés là, comme ça, blanc, c'est rien du tout. Et là, il y a une grosse masse tumorale qu'on peut aussi avoir en couleur. L'image du bas ici, c'est pour vous parler du rehaussement masquant, la dernière phrase de ma diapo, qui varie au cours du cycle ou en fonction de la substitution hormonale. Quand on a ici un minime rehaussement de fond, c'est comme ici en haut, on peut faire le diagnostic aisément. Quand on a un rehaussement très marqué, c'est plus difficile. Mais le cancer se rehausse très précocement après l'injection de contraste, donc on peut faire la différence assez facilement, généralement. Mais c'est pour cela aussi que quand on a des femmes qui ont besoin d'une IRM pour le dépistage, ou qui est un choix par rapport à descendance ou au fait que la mammographie et l'échographie, c'est difficile dans des seins volumineux, on peut choisir avec la patiente et son médecin de faire une IRM comme dépistage. Et là, il faut bien choisir en deuxième, il ne faut pas choisir n'importe quand dans le cycle. Hein. On dit téléphonez au début des règles et on vous prend entre 6 et 10 jours. En général, c'est là qu'il y a le moins d'imprégnation hormonale dans le sein et qui ne nous fait pas des pétards comme ici en bas à droite, du tout blanc, où on ne peut rien trouver, enfin, où c'est difficile à trouver. Quelques exemples maintenant. Ici, on a un sein très dense, hein, et puis on fait l'échographie complémentaire, on trouve ce petit nodule un petit peu noir là par rapport à ce qui est autour, c'est 7 mm. On fait l'IRM pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre dans ce sein très très dense, qui est difficile, et on trouve une seule lésion. Donc là, on a un petit nodule à enlever, il n'y a pas de métastase axillaire, c'est une lésion unique, c'est très favorable. Ici aussi, on a un sein très dense, et puis on trouve une échographie, cette image lacunaire verticale, vous voyez, du noir sur du blanc. Vous voyez, comprenez que c'est beaucoup plus aisé à l'échographie qu'à la mammographie. Et on fait l'IRM, il y avait 4 lésions en tout. Donc, on n'a pas été très bon à l'échographie. Il faut juste savoir que ça, c'est la grande lésion d'échographie. Puis l'IRM, si on a une lésion de 8 mm, elle sera 12 ici. Donc, nous, quand on a 5 mm, eh bien, c'est 2-3 mm à l'écho et on peut rater ça même avec un peu d'expérience. Donc, l'IRM, là, vous montre vraiment beaucoup plus. Là, c'est le rehaussement masquant. Alors, on a aussi des petits trucs. Nous, on regarde assez loin ce rehaussement masquant, puis on se dit, mais est-ce que là, c'est plus dense que de l'autre côté? Et si c'est retenu comme plus dense, on doit aller rechercher s'il n'y a pas des signes de carcinome in situ en faisant une mammographie pour voir s'il n'y a pas des calcifications, ou on reconvoque la dame à une autre période du cycle, ou on recontrôle à 6 mois pour ne pas rater un cancer invasif qui se développerait. Là, je vous ai juste mis quelques dias, c'est la France, mais ça vaut pour la Suisse, en 2018. Donc, il y a des recommandations compliquées. Je ne voulais pas vous les décrire, mais c'est plus pour vous dire qu'on se préoccupe de nouvelles recommandations maintenant, mais c'est compliqué à les mettre en place. Donc, quand on a les programmes de dépistage et de recommandations, on ne parle pas de ce qui se passe avant 50 ans, ni après 74 ans. Et maintenant, on commence à se préoccuper de la densité mammaire, alors que ça fait 10 ans qu'on en parle aux États-Unis. Alors, ces nouvelles recommandations débouchent sur quand même une prise de conscience de quelles informations sont à donner aux femmes pour leur permettre un choix éclairé. Il faut évaluer le risque personnel. Ça, souvent, les gynécos n'ont pas tous le temps. Alors, il y a des tableurs sur Internet. Hein, je ne les ai pas mis là, mais vous pouvez chercher à évaluer son risque de cancer. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais c'est assez bien fait maintenant. Et puis, il faut surtout faire un check des antécédents familiaux et de la densité mammaire. Et à partir de là, on peut construire un programme de dépistage pour les années futures. On s'est préoccupé en France de qu'est-ce qu'on fait en dehors des âges de dépistage. Je vous mets juste ça, ça date de 2013, pour vous dire qu'ils ont considéré que la mammographie et ils n'ont jamais parlé de l'échographie. C'est franchement étonnant. Peut-être parce que l'échographie est ce qu'on appelle opérateur dépendant. Błagam cię. Pardon? Zostaw ją, widzisz, że śpi.
Je continue? Oui, oui, je crois qu'il y a une interférence. Ah bon, d'accord. Pas de Donc, souci. donc ce qui est un peu surprenant, c'est que des gens professionnels, administratifs, on va dire comme ça, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, ne parlent pas d'échographie, alors qu'on pourrait parler de l'échographie en le faisant mieux, pour qu'il y ait moins de différences interpersonnelles. Donc, la conclusion sur l'imagerie actuelle, c'est que la mammographie reste indispensable en première intention, le plus souvent couplée à l'échographie, on va dire dès 40 ans. On peut y revenir tout à l'heure, mais on ne va pas le faire chaque année. L'IRM, elle est complémentaire quand on doit rattraper les limites de la mammographie et pour caractériser les lésions, voir s'il y en a d'autres avant le traitement. Et puis, ces diverses méthodes, surtout mammographie, échographie, manquent de spécificité, surtout la mammographie. Ça veut dire que quand on voit une anomalie, ben, ce n'est pas un cancer. Et ça, on n'aime pas. Surtout, maintenant, on peut se débrouiller sans aller à la chirurgie. Quand on parle de surtraitement, vous entendez parler de surtraitement, c'est un peu un terme vieillot parce que les gens croient, les assurances ou les administratifs dans les différentes, on va dire, instances para-étatiques, Krebs-Liga et tout ça, qui mettent en avant il ne faut pas bouger parce que c'est un surdiagnostic, un surtraitement. Ils pensaient à la chirurgie. Maintenant, avec des petites aiguilles et quelques centaines de francs, on peut éviter d'aller opérer des lésions bénignes inutilement. Donc ça, je pense que le surtraitement, c'est minimisé maintenant. Donc, il faut essayer de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes pour plus de spécificité. Donc, le futur, on a vu les limites de dépistage de masse organisée par la mammographie seule pour les seins denses. On a vu que la population cible, elle n'est pas 80 ou 100%, on n'arrivera jamais à ça. On a vu que l'incidence du cancer du sein augmente. On a vu qu'il y a un manque d'information des femmes et des soignants. On a un manque de ressources dans la santé, hein, ça vous savez tous les jours, ça coûte trop cher, les primes augmentent. Donc, il faut trouver une nouvelle voie ou une voie optimisée ou optimale, il faut réfléchir à ça. Et quelle serait la nouvelle méthode de dépistage du cancer du sein qui viendrait en complément ou qui viendrait seule pour certaines femmes? Il faudrait qu'elle soit simple, bon marché, accessible partout, efficace, qui nécessite un minimum de ressources, entre autres humaines, et puis qui pourrait s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et quelle est actuellement la solution que l'on peut envisager? C'est l'échographie automatisée, ça s'appelle EBUS, Automatic Breast Ultrasound Scanner, couplé à l'intelligence artificielle. Voilà le type d'appareil. Vous avez un écran ici comme un écran d'échographie. Là, il y a une manipulatrice ou une assistante médicale qui cette partie de l'appareil sur le sein de la dame, qui est une sorte de rectangle avec un cellophane sur lequel va se promener une sonde d'échographie, comme quand le radiologue le fait ou le gynécologue le fait. Ça demande un temps d'acquisition certain, 2 minutes par pause, parce que le mouvement, la dynamique est lente pour avoir une très haute résolution. Si vous allez vite, vous n'allez pas pouvoir prendre toutes les informations que l'ultrason doit capter. Donc ça, c'est le lit et ça, c'est avec une dame. Donc on fait 3 positions. On a une vue antéro-postérieure, latérale et médiale. Donc, on a 3 zones du sein. Le petit point là, ça marque le mamelon. Et vous voyez que ça fait un peu bizarre hein, comme type d'image comme ça. Mais c'est surprenant au début. Puis après, on s'y fait un petit peu quand même. Donc, ça, c'est l'acquisition. Et ces images sont envoyées sur un logiciel d'intelligence artificielle. Et nous, on a acheté ce type d'appareil il y a 20 ans. Je l'ai acheté, mais je l'ai abandonné parce que ça ralentissait trop notre workflow. Ce n'était pas optimisé. J'ai dit, je l'achèterai à nouveau quand ce sera couplé à un logiciel d'intelligence artificielle. Le but du logiciel, c'est de dire, il n'y a rien, madame. Et on ne sait pas dans quel délai, hein, 5-10 minutes, il pourra nous répondre. On est en train de faire les essais maintenant. Mais imaginez, vous avez fini l'examen et 5 minutes après, on vous dit, il n'y a rien, madame. S'il y a quelque chose, on dit, il y a quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est, et on passera dans cette situation-là à une échographie complémentaire par le radiologue par la suite. Ça, Donc, c'est absolument incroyable, hein. Peut-être juste à préciser par rapport à la technologie, si tu reviens juste sur l'autre image, peut-être juste que tu peux montrer, non, juste celle qui était, celle-là, voilà. En somme, Dominique, c'est un petit peu comme enfin, c'est une échographie, donc peut-être juste montrer la ouais, barre, la hein, c'est sonde celle qu'on ici, ça c'est la utilise comme pour barrette, les ça c'est la bébés. sonde. C'est la Voilà, sonde qui va rouler sur des rails de chaque absolument. côté. Vous voyez, là elle est en haut, là elle est en bas, puis là c'est dans une autre position, donc elle est au milieu. Donc elle va bailler. On met un gel de couplage qui a une sorte de lait de corps qu'on met sur le sein et sur lequel ce papier de cellophane sur un rectangle va venir s'appuyer. Donc il faut avoir une certaine agilité, une certaine Mhm. sensibilité dans les mains pour appuyer bien, pour que tout soit bien couvert et qu'on ait une compression
pas trop forte, mais uniforme pour avoir une image très satisfaisante. Voilà. Et puis surtout, un des éléments, des arguments aussi phares pour ceux qui craignent les irradiations avec la mammographie classique, là, il y a pas d'irradiation puisque c'est du son, c'est l'ultrason qui part, qui revient, donc vous n'avez pas les compressions, vous n'avez pas les radiations. Et puis, on a une détection qui est excellente. Donc, enfin, moi, je suis très admiratif, je trouve que c'est incroyable ce qu'on a pu développer ces dernières années. Voilà, la résolution spatiale augmentée, c'est comme dans vos appareils photo, hein. On avait des choses qui étaient acceptables il y a 20-25 ans, hein, mais l'échographie a aussi beaucoup progressé. Donc, un des avantages, c'est qu'on balaye l'ensemble du sein par une sonde de haute résolution, et puis on peut relire après ces images acquises sur une console ou à distance. On n'est pas obligé d'avoir le radiologue sur place. On reconstruit. Ça, c'est l'acquisition ici, hein, c'est une coupe. Vous avez l'habitude peut-être des coupes d'échographie. Puis on reconstruit en coupant dans ce plan-là, hein, vraiment dans l'autre plan, comme un salami. On a une relecture ultérieure, et puis ça peut être un outil de dépistage. Voilà. Donc, cette échographie automatisée a l'avantage aussi de détecter surtout des lésions infracentimétriques. Et vous l'avez vu, les cancers infracentimétriques, ils ont peu de risque d'avoir des métastases axillaires. Et là, la valeur prédictive négative, je vous parlais de l'IRM avant 100%, vous voyez, elle est de 98%. Et ça a déjà été publié en 2015. Donc, il faut avoir une bonne technique pour arriver à ça, hein, mais on peut arriver à des valeurs prédictives négatives élevées. Et si vous faites ça chaque année, en principe, vous n'allez pas avoir une grosse surprise l'année suivante dans 12 mois. Même si on rate un petit cancer de 3 mm, 5 mm, il fera 7 ou 10 dans 12 mois. Eh bien, votre vie n'est pas en danger, hein. Vous n'avez pas une perte de chance, on va dire comme ça. Donc en d'autres termes, à l'issue de cet examen, toi et tes équipes peuvent dire à une patiente qu'à 98%, vous n'avez pas de cancer du sein. Alors, c'est ce que j'aimerais pouvoir dire, mais je pense qu'on doit être franc et conséquent. Ça va nous demander quelques mois d'adaptation. Du reste, on a fait, pour ceux qui nous écoutent, avec une certaine partie de la clientèle, docteur Martinez, qui était volontaire. On a fait une cinquantaine de femmes qui sont portées volontaires pour être un peu des cobayes par rapport à ça. Et on travaille sur ces images pour améliorer la technique. Et c'est comme partout, hein, sauf peut-être pour faire du vélo, il faut un peu d'apprentissage pour être au top. Donc, je dirais, si on est à 95% la première année, on est content. Puis après, ça dépend du volume des seins, ça dépend s'il y a des artefacts. Donc, on va tout faire pour optimiser, mais on ne rentre pas avec 98%, certainement. Il faut être conscient de valeurs prédictives négatives au début, mais on va s'en approcher le plus rapidement possible. Donc, il y a d'autres études là, ici, c'est IA, ça veut dire intelligence artificielle. Donc, ils ont aussi, là, c'est des Chinois, je crois, qui ont couplé l'intelligence artificielle au diagnostic pour nous aider. Et on va y revenir encore un peu plus loin. Mais pourquoi l'échographie est une alternative à la mammographie? On retombe sur la question de la compression. D'une part, faire une mammographie, ce n'est pas toujours agréable, même si maintenant, je pense qu'on comprime un peu moins qu'à une époque. Cette peur de la compression, ça fait du stress. Donc, on voit l'appareil qui est là. Et d'être couché sur le dos pour une échographie, objectivement, c'est moins stressant. C'est ce que nous disent les dames. On n'a pas besoin de faire de clichés complémentaires. Et puis, on a cette absence d'irradiation qui est surtout à éviter chez les femmes jeunes dont le sein est plus sensible à l'irradiation que chez les femmes plus âgées. C'est comme pour le reste du corps et aussi chez les hommes, on évite d'irradier les jeunes. Alors, la limite de l'échographie traditionnelle, on se pose la question, est-ce qu'on a bien regardé? Quand on relit un examen d'un collègue, on se dit, est-ce qu'il a bien tout regardé? Et ce n'est pas nous qui avons fait l'examen peut-être, il y a une variabilité interopérateur dans l'acquisition des images, quand on passe la sonde sur le sein, puis dans l'interprétation des images aussi, alors que là, avec l'intelligence artificielle, il y a moins de variabilité. Donc, avec la BUS, on repousse les limites de l'échographie traditionnelle. Voilà comment ça se passe d'un autre point de vue. On a cette sonde linéaire, 60 secondes par acquisition. Cette technique a eu l'approbation de la FDA, c'est comme une certification européenne, mais c'est aux États-Unis depuis 2011 pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes au sein dense. Donc ça, c'est déjà une accréditation qui permet aussi de faire de manière tout à fait certifiée en Europe, puisque c'est approuvé FDA, c'est approuvé par la communauté européenne, donc il n'y a pas d'anguille sous roche par rapport
au droit de le faire par rapport à cette technique. Et puis, on trouve, vous voyez, 35% de cancer en plus chez les femmes enceintes. Donc là, c'est 97,8, on est proche de 98 aussi. Et puis, le logiciel d'aide au diagnostic d'intelligence artificielle, ça diminue le temps d'interprétation parce qu'il y a 300 images à regarder. Donc, il faut être attentif, il faut avoir un esprit un petit peu échographiste, un petit peu pour bien percevoir les anomalies. Et c'est le temps d'apprentissage aussi. Donc, les avantages cliniques, on en a déjà touché un mot, c'est l'absence de variabilité, ce n'est pas opérateur dépendant, relecture à distance pour des lésions qui sont infracentimétriques, il n'y a pas d'irradiation, il y a un certain confort de la patiente qui est plus apprécié que pour la mammographie. Voilà un peu le schéma des images qu'on peut avoir. C'est comme si on avait une vision surfacique du sein, puis après on pénètre vers l'intérieur par rapport à ça. Voilà un type d'image transverse, ça c'est une reconstruction frontale, une reconstruction sagittale. Ici, là, vous avez le mamelon et une anomalie un petit peu à distance. Ça, c'est un cancer, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images normales d'échographie. C'est du noir sur du gris ou du blanc. Et puis ça, c'est l'image d'acquisition que je vous ai montrée tout à l'heure pour l'échographie normale. Et en reconstruction, on a ce type d'image. Le mamelon est toujours marqué ici. Puis on a l'image anormale qui est cette lacune noire. Ça, c'est une image mammographie symétrique, une vue oblique des deux seins. À gauche, il n'y a rien. À droite, il y a ce petit élément nodulaire. On retrouve ici, ça c'est le sein, mais on a un élément, puis un deuxième à côté. Vous voyez, on trouve un petit peu plus. Donc c'est aussi d'un point de vue, on va dire, futur. Vous savez que le marché financier est toujours intéressé aux nouveautés. Puis là, vous voyez les prévisions en millions de 2013 à 2024 de ce marché. Vous voyez que ça augmente. Donc, les banquiers, ça c'est une autre vision de la même chose. Ça va aller surtout en Inde, au Canada, aux USA. Les Chinois aussi, ils font. Donc, ça va se développer dans l'avenir. Je pense juste pour faire Oui, pardon. pour juste faire un petit mot par rapport à ce marché, parce que je sais que c'est un débat qui est très chaud maintenant, médecine, marché. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires déjà aussi sur les Facebook là-dessus. Euh, il faut savoir que la santé en elle-même, même les traitements qu'on a, si vous pensez à un traitement de chimiothérapie, combien ça coûte, c'est des dizaines de milliers de francs. Vous avez la chirurgie, vous avez tout le reste. Donc, de pouvoir investir dans du préventif, là, Dominique, tu montres effectivement des chiffres qui sont impressionnants. Mais là, on ne montre pas les chiffres de combien coûtent les maladies, qui sont en trilliards de dollars et pas en milliards de dollars. Donc, c'est important de voir que derrière ces marchés, heureusement, ça attire des personnes qui vont pouvoir aider à ce que ces nouvelles technologies se répandent par des investissements, que finalement, c'est des montants qui sont là pour le préventif. Et si on va sur de la maladie, bah, c'est encore plus. Absolument. Une chimiothérapie, c'est 80 000 francs. Une Voilà, IRM, c'est 400 francs. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut mettre dans la balance. C'est du reste un sujet qu'on pourrait reprendre une fois. absolument. Je viens maintenant sur l'intelligence artificielle comme aide diagnostic à la mammographie. Donc, vous voyez les images ici qu'on a de deux clichés de face à droite ici, c'est toujours le sein gauche, le sein droit, oblique, sein gauche, sein droit. Puis on appuie sur un bouton, puis nous, on a le logiciel, il nous dit, ah, il y a un risque intermédiaire de 51%. Là, il nous met sur une fiche à côté I intermédiaire, 62% pour des calcifications. Au-dessus de 75%, c'est élevé. Au-dessous de 25%, c'est faible. Donc, nous, ça nous attire l'œil et on va agrandir cette zone-là pour aller essayer de mieux caractériser les calcifications. C'était déjà là il y a une année ou deux, ben, on va les négativer. Le logiciel ne compare pas encore maintenant les images anciennes, mais ça va arriver. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire faible, indéterminé, élevé. Et après, on va prendre en compte dans le futur les mammos antérieurs. Là aussi, c'est une autre anomalie. Là, vous voyez qu'une image, c'est une oblique agrandie sur le pectoral, c'est le bas du creux de l'aisselle, ça c'est le sein ici. Et là, il met 95%. Donc ça, c'est très, très suspect d'un petit cancer stellaire. Là, c'est un rectangle pour marquer les calcifications, etc. Donc on a un score global de 10, c'est très élevé. Je pense que c'est la même image qu'ici, donc qui est stellaire là-dessus. Donc c'est très élevé et ça nous aide beaucoup. Donc en moyenne, ça date déjà de 2020, aux Journées françaises de radiologie. C'est aussi performant qu'un radiologue, ces logiciels. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de boulot pour le radiologue, mais on doit quand même être là pour corréler à l'échographie et tout. Donc, ça prend maintenant un petit peu partout. Il y a beaucoup de congrès où on présente ces améliorations. Donc là, c'est la comparaison. En fait,
ça diminue l'inexpérience, on va dire comme ça. Donc, les jeunes qui commencent, ça les aide beaucoup. Là aussi, on a un risque de 70, vous voyez, voilà. C'est agrandi ici. Alors 70, c'est très suspect, donc on va le trouver. Donc ça, c'est toutes des études qui ont été faites pour dire qu'avec l'intelligence artificielle, on a trouvé par exemple ici 11 cancers sur 14, alors que 100, ben, il n'y avait que 4 sur 14 qui étaient détectés. C'est quand même beaucoup. Alors, ce n'est pas des grands cancers, on est d'accord, hein. Voilà. Ici aussi, enfin, c'est le nombre de radiologues, pardon. C'est une erreur ce que je vous ai dit. Ce n'est pas qu'il y a eu 14 cancers, c'est que seulement 4 radiologues sur 14 ont trouvé le cancer ici. Et avec l'intelligence, chez cette femme de 71 ans, il y a 80% des radiologues qui ont trouvé la lésion. Donc, ça augmente de 50% la Ouais, détection. L'intelligence ouais. artificielle, c'est quand même incroyable. Et puis ici, il y en a 12 sur 14 qui ont dit qu'il y avait un cancer. Puis le logiciel a dit non, ben, il avait raison, hein. Donc il n'y avait pas de cancer. Ça, c'est la tomosynthèse. Vous donnez ici une image un petit peu, comment dire ça, surfacique, nuageuse, hein. Avec la tomosynthèse, on peut aussi avoir cette aide au diagnostic. Donc là aussi, c'est une distorsion architecturale. Et puis, 44% des radiologues auraient rappelé la patiente. Et puis là, ils auraient aussi rappelé la patiente, mais en fait, c'était certainement un vrai cancer qui marquait une distorsion. Puis après, quand on fait la tomosynthèse, on a peut-être 50 coupes à lire. Donc, le logiciel nous dit il n'y a rien, alors on est content, on n'a pas besoin de lire les radios, les images. Et quand on dit il y a quelque chose, ben, on va gagner du temps. Réduction moyenne à 30 secondes par volume. Donc, on a 20% de réduction. Ça gagne du temps radiologue. Ceci. Donc, ça réduit globalement, ici, sans entrer dans les détails, regardez en bas à droite, ça réduit de 44% la charge de travail. Donc, les radiologues sont rares, hein, se font de plus en plus rares. Si on peut diminuer leur temps de travail pour qu'ils puissent faire autre chose, ben, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc, en conclusion, par rapport aux questions de Igor, est-ce que l'intelligence artificielle peut mieux dépister le cancer du sein ou plutôt, ben oui, ça peut nous aider, hein, on a vu pourquoi. Et en mammographie, ça marque les anomalies avec la mention de probabilité. Ça aide le radiologue à être meilleur, plus constant pour la détection des foyers de microcalcification, des petites masses et des distorsions. En échographie, ça nous aide à caractériser les lésions, à les analyser. Et puis, ça aide, bien sûr, donc à classer les lésions en bénignes ou malignes. En IRM, c'est l'analyse des zones très vascularisées. Donc, on peut avoir un volume de tumeur qui est détecté automatiquement. Ça donne les dimensions de la lésion par rapport aussi à la peau, au mamelon. On voit ici une vue que vous avez déjà eue tout à l'heure. Ça, c'est une vue sagittale. On regarde le sein de profil avec la lésion qui approche de la peau, puis un ganglion ici qui est suspect d'être métastatique. Donc, on gagne du temps et de la précision par rapport à ça. Donc, on arrive pratiquement au bout de ce topo. On verra si vous avez des questions. Je reviendrai sur cette diapo. J'aime bien mettre ce message, hein, pour se motiver à faire un dépistage. Il faut, mesdames, connaître la densité de vos seins. Et ça peut se donner que par la mammographie. Donc, ça, en général, on pourrait commencer vers 40 ans maintenant. Et s'il y a des situations particulières dans la famille, une maman ou une sœur, on peut commencer avant. Moi, je dis la première mammographie avec une incidence vers 35 ans nous donne la densité mammaire. Et après, on pourrait poursuivre avec l'échographie et une mammographie avec un cliché tous les 2 ou 3 ans. Ça dépend des cas particuliers. Donc, je reviens maintenant à la question de base. Le dépistage du cancer du sein revisité, oui, parce qu'il y a toutes les raisons qu'on a citées pour le faire, pour ne pas attendre 50 ans pour le faire. Il faut changer les mentalités des organismes qui décident, mais d'abord, changer peut-être la mentalité des dames avec une information. Il ne faut pas avoir peur de venir faire un dépistage vers 30-35 ans s'il y a un risque dans la famille, ou si vous avez une angoisse. Je ne parle pas de nodules ou de boules, parce que dès que vous avez un symptôme, il faut aller chez le médecin, même à 22 ans. Mais à 40 ans, il faudra en tout cas commencer quelque chose de régulier. C'est important le régulier, en tout cas l'échographie, parce que si vous venez à 40 puis après à 43 ans, bien sûr, si vous avez la chance, vous n'avez rien eu. Mais s'il y a eu un petit nodule et puis vous venez à 43 ans avec un petit abricot, ben c'est un peu dommage. Donc, il faut changer les mentalités chez beaucoup de gens et d'instances et puis apporter des informations pour que la patiente puisse choisir. Puis après, qui paye, ça, c'est un autre sujet. On pourra en parler si vous voulez, mais on n'arrivera pas à résoudre toutes les équations ou toutes les
on appelle ça les participants à l'équation du même coup. La dame, elle demande parfois, je pourrais décider, oui, vous pouvez faire le dépistage, de mammographie, en fait, vous avez le choix. En fait, c'est que de la mammographie ou du dépistage. Donc, on a encore des concepts qui divergent entre la mammographie des programmes cantonaux et puis de dire les autres, vous pouvez faire autre chose. Ce n'est pas encore un langage qu'on entend des structures, parce qu'elles sont mandatées pour faire le dépistage de 50 à 74 ans. C'est normal, elles se cantonnent à ça. Mais je pense qu'on doit avoir plus large si on pense à la santé des dames et puis tout ce qui tourne autour. Une dame qui a un cancer du sein, ce n'est pas que elle, ce n'est pas que son sein, c'est son mari, ses enfants qui sont prétérités. Et ça, c'est important. Ce n'est pas quantifié en francs, mais ça peut être quantifiable en charge psychologique, vous le comprendrez aisément. Donc voilà, on est un petit peu dans ce paradigme entre Obama et puis l'autre. Yes, we can, but we want. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, réponse aux questions. Évidemment que le dépistage peut se faire par tout ce que j'ai cité, la mammographie, la palpation, l'échographie, l'IRM. Vous avez tous répondu eux, il faudra que je change ça. Et puis pour l'autre question, je ne sais plus laquelle c'était, dans les vrais ou faux, je vais y revenir tout de suite, comme ça je vais vous dire là-dessus. Donc, la mammographie rate 20% dans les cancers très denses, c'est faux, c'est 50% cancer raté. L'US permet de détecter des cancers plus petits que la mammo, c'est vrai. Le pourcentage des cancers survenant avant 50 ans est de 25%, c'est vrai. La palpation n'est pas utile pour dépister le cancer du sein, c'est faux. Il faut vous palper les seins, mesdames, et les gynécos et généralistes devraient vous palper aussi lors du contrôle annuel. Avoir des seins denses augmente de 4 à 5 fois le risque de cancer du sein, ou 4 à 6, c'est vrai. C'est comme d'avoir une maman qui a le cancer du sein. Donc, je vois que j'étais un petit peu long, donc je pense qu'on va arrêter là, Igor, et puis regarder un petit peu s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, si tu es d'accord. Absolument. Oui, Bah, il y écoute, a oui. Il y a une question écoute, déjà. c'était absolument passionnant, hein. On voit qu'il y a, je veux dire, tout le monde est resté connecté, hein, depuis le début. En tout cas, félicitations. Je vois qu'il y a vraiment une motivation et puis tous ces éléments. Donc peut-être on va prendre les questions, Anastasia. Ah oui, donc la bus est-il adapté aussi au sein de très grande taille? Alors, c'est plus compliqué, effectivement. On n'aimerait pas trop en avoir de seins de très grande taille, les strasbourgeoises ou autres. Donc là, dans les seins de très grande taille, il faut commencer par une mammographie parce que souvent, les seins sont très graisseux et c'est facile à trouver un petit cancer dans les seins graisseux. Donc là, sinon, on va perdre du temps et on va perdre de la fiabilité. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on dise et qu'on sache. On peut le faire. Après, ça dépend quel est le volume du sein. Mais plus c'est grand, plus on va devoir faire de pauses. On aime pause pour un sein. Ok, tout à fait. Un des éléments, enfin, juste parce qu'on n'a pas, je sais qu'il y avait encore un thème, Anastasia, vous pouvez encore noter les questions, mais il y avait encore le thème sur les ganglions après le Alors, si vaccin. vous voulez, je peux volontiers en 5 minutes Il parcourir ça, si Je vous pense que voulez. ça, c'est important dans le sens où là, on ne va pas entrer dans un débat, j'allais dire, politique par rapport à vaccin ou non Les vaccin. branches, ils vont Voilà, parler juste d'autre qu'on chose. soit très clair là-dessus. On n'est pas en train de parler de ça ici, mais simplement que comme beaucoup de personnes se sont fait vacciner ou se font vacciner actuellement, c'est sûr que le corps réagit à un vaccin. Et puis ensuite, bah, les gens viennent parce qu'ils sentent une boule ou soit sous le bras et tout ça. Et c'est vrai que Dr Fournier a jugé utile qu'on puisse quand même parler de cet élément pour que vous ayez quelques informations. OK, alors voilà, c'est aussi un topo que j'ai fait il y a 1 mois et demi à Paris, la Société francophone d'échographie. US et Covid, ça touche deux sujets. Ça touche l'échographie pulmonaire, j'en parlerai pas ce soir, sauf en 30 secondes. Vous savez que l'accès aux urgences et aux soins intensifs par les gens gravement malades ont été un embouteillage et les Chinois, les Italiens ont commencé à faire du triage par échographie pour voir s'il y avait des atteintes pulmonaires graves. C'était un bon succès. On a appris à faire ça aussi. Par C'était déjà scanner. connu avant l'échographie du poumon. Quand le scanner était surchargé, ou les gens, quand ils sont aux soins, ce n'est pas facile de les amener au scanner. Donc, on pouvait voir, suivre l'atteinte pulmonaire, l'évolution vers le pire ou le meilleur avec l'échographie. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est les adénopathies unilatérales de la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, ça va dans les deux épaules. Et puis, quand
on a une tumeur d'un sein gauche, ben, on fait des ganglions axillaires gauche. Mais quand on a un vaccin dans le deltoïde gauche, on fait des ganglions dans le deltoïde gauche. Pas toujours, mais on le fait. C'est un gros sujet puisque j'avais regardé, il y avait 1200 résultats sur Google il y a un mois. Donc voilà, nous, les radiologues et les médecins, on a un nouvel apprentissage avec ce vaccin vaccinal. Il y a des gens qui ont déjà eu le Covid ou qui n'ont pas eu le Covid et puis qui ont des adénopathies unilatérales. Adénopathie, ça veut dire un ganglion qui augmente de taille, de volume. On a toujours des ganglions comme autour du cou ici. On a ça dans les aisselles, on a au pli inguinaux. C'est naturel d'avoir des ganglions. En général, ils ne sont pas palpables ou ils sont comme une petite amande, mais pas la taille d'une noisette ou d'un marron. Donc, on a cette problématique. Je vais vous montrer quelques exemples et puis quelques cas cliniques qui sont là. Alors, la problématique, c'est que si on a un ganglion axillaire lorsqu'on découvre un cancer du sein, ben, est-ce que c'est un ganglion métastatique ou pas? Ou quand on suit annuellement les dames qui ont eu un cancer du sein, c'est le suivi régulier, et on a un ganglion axillaire, on se dit, est-ce que c'est une récidive? Problème. Et puis, quand on a des tumeurs de la peau, mélanome ou autre, dans le cou, dans l'aisselle ou dans le bras ou sur la main, et puis qu'en même temps, ou une année ou deux après, dans le suivi, on trouve un ganglion, qu'est-ce que c'est? Et quelles sont les attitudes recommandées par rapport à ça? Donc, un petit rappel de la nature, de ce qu'elle fait, c'est que tout processus inflammatoire, y compris un vaccin, une infection ou une tumeur, entraîne une stimulation des relais lymphatiques locaux-régionaux. Vous avez un problème dans la bouche, ben vous avez un ganglion au bas de l'oreille. C'est le site ganglionnaire sentinelle. Et quels sont ces remaniements? Ben, les centres germinatifs, c'est un petit peu, on va dire, dans un garage, l'endroit où on construit la voiture, où on change les pneus, eh bien, il va être hyperactif et ils vont grandir. On va voir un exemple. Ce qui donne un changement de volume et de la morphologie, du contenu du ganglion. Et on doit, nous, savoir comment interpréter ces remaniements dans toutes les modalités de l'imagerie. Il faut savoir les repérer. En général, on peut les trouver ou à la palpation ou à l'échographie. Puis on va grader. Il y a une classification qui permet de grader ces remaniements. Alors, je rappelle ici un petit peu ce qu'est un ganglion lymphatique. C'est très petit, ça peut être 2 à 3 mm, mais jusqu'à 3 cm, voire plus. On a des petits tuyaux lymphatiques qui amènent la lymphe, qui circule et qui va circuler de la périphérie ici et amener des bactéries, amener des cellules tumorales, amener des antigènes qui vont être mis en contact avec nos sentinelles ici. Ça, c'est nos globules blancs qui vont dire, toi, tu n'es pas de moi, donc stop là, montre patte blanche, ou je t'arrête, ou j'essaie de te détruire. Et dès qu'il y a quelque chose d'inconnu qui arrive, il y a une multiplication dans ces follicules germinatifs des petits points que vous voyez là, ça, c'est les globules blancs qui vont appeler les copains à la rescousse et puis qui vont faire monter toutes les recrues au front pour combattre l'intrus. Et là, après, bien sûr, le combat peut être gagnant ou pas gagnant tout de suite. Si on a une infection, eh ben, on peut avoir du pus. C'est un peu la mort des cellules qui meurent en même temps que l'ennemi. Et puis, ça va faire un abcès ganglionnaire. Ça existe. On peut avoir une invasion par des cellules tumorales. On va voir un exemple qui va envahir le ganglion, mais nos cellules essayent de retarder au maximum l'évolution de ces cellules tumorales qui vont après repartir dans la circulation ici. Et dès qu'on part dans la circulation veineuse, on a une dissémination en dehors du système lymphatique, après 2 ou 3 ganglions atteints en général, et qui vont aller dans d'autres organes du corps, comme on l'a vu. Donc, on a ici ces follicules germinatifs qui vont proliférer, et bien sûr, ça va mettre toute l'usine en émoi, ça va multiplier les équipes, et on va avoir des éléments nodulaires microscopiques là-dedans qui vont donner un ganglion qui va grandir. Alors, ces follicules, est-ce qu'on les voit? Moi, c'était une découverte pour moi. En fait, on peut, avec les appareils qu'on a actuellement, ça, c'est un ganglion, ça, c'est un follicule périphérique, et là, on est à millimètres. Donc, c'est un trait de crayon feutre quand on a des bons appareils. Donc, c'est un ganglion lymphatique ici qui est un peu en 3D. C'est un peu la même image qu'avant, mais en 3D. Donc, vous avez ces follicules qui sont ici, qui vont proliférer, qui vont multiplier, ou se vont multiplier les globules blancs pour contrer l'intrus.
De manière pratique, parce que je sais que le temps avance, par rapport au message, j'allais dire, que les gens doivent retenir par rapport à un ganglion, donc suite à un vaccin, Oui, euh, alors, vous j'ai bien. arrivez quand même à, sans peut-être aller dans les éléments techniques que je trouve absolument passionnants, mais quels sont les éléments qu'on peut retenir? Est-ce que c'est, par exemple, en regardant juste une échographie d'un ganglion, on arrive à bien faire cette différence entre, par exemple, l'avancée d'une tumeur ou c'est juste le vaccin ou voilà, c'est un petit Alors, peu. c'est la bonne question et c'est cette image ici. Ici, vous voyez un relais lymphatique ici quasi normal, on va dire, sauf une petite tumeur là. Et puis là, c'est la grande métastase, c'est tout noir, c'est comme dans le cancer. Eh bien, on voit que ça, c'est une cellule tumorale, c'est un ganglion métastatique. Ben, avec les vaccins Covid, on a des choses comparables. Vous voyez ici, hein, donc c'est en avril vaccin, on a vu cette asymétrie, cette zone un peu plus noire, et puis on l'a suivi sur 2 3 mois et ça s'est résolu. Donc voilà. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est des ganglions normaux oblongs. Ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal. Et si on ne savait pas qu'il y avait le vaccin Covid, on dit ben, c'est un ganglion métastatique chez une dame qui a déjà eu un cancer du sein. Là, c'est une autre situation où il y a des grands ganglions, mais en fait, c'est une polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire chronique qui fait aussi des gros. Ici, on a artères et veines, et puis on a des nodules ici. Des nodules ici. Et c'est quelqu'un qui a eu une mastectomie il y a 8 ans, donc on suspecte une récidive. Mais comme elle a été vaccinée, eh bien, ce n'est pas une tumeur. Là, c'est une tumeur dans le sein, comme je vous ai montré, un ganglion ici en haut, 2 ganglions qui sont métastatiques. Vous voyez, ils sont gros et ronds. Donc, on ne peut pas faire la différence de manière certaine. Il faut prendre en compte la clinique, les antécédents. Vous voyez ici un élément nodulaire hein, qui est comme une métastase, en fait aussi. Hein. Donc, est-ce que Donc, tu c'est vraiment. recommanderais, par exemple, puisque les images sont un peu semblables, est-ce qu'on va faire un prélèvement d'office ou est-ce Exact. que comment on Tu va le vois différencier? ici. Tu le vois ici. Confirmation d'une dizaine, ça c'est l'extrait d'un compte rendu. Hein. On a un Oui, nodule, a priori bénin, vaccination Covid, première dose une semaine avant, dizaine de ganglions anormaux, ponction à l'aiguille fine. Donc c'est comme une prise de sang. On met une voilà. aiguille, vous voyez l'aiguille ici dedans. L'aiguille, c'est le trait blanc qui est là. Et on prélève des cellules normales. Donc maintenant, on a un peu plus l'habitude. Ça, c'était ce printemps. C'était les premiers cas qu'on voyait comme dans le monde entier. On a tous un peu piqué 2 ou 3 dames puis après, on se dit, ben, on peut attendre un peu, on recontrôle à 1 mois ou à 3 mois. Maintenant, donc, il y a des recommandations qui sont sorties, les recommandations pratiques. Là, je vous fais grâce à ça. Donc, il y a quand Mais même, juste pour vous je vais donner un peut-être, chiffre. Dominique, c'est vrai que c'est Oui, passionnant, mais je sais qu'il y a encore peut-être quelques questions. Et puis, je le- termine maintenant. Il y a à peu près 10 à 15% des gens qui auront quelque chose de palpable après le vaccin. Pas tout le monde. OK. Après le deuxième, c'est 15%. Donc, la gestion, elle est pragmatique. On le trouve dans toutes les modalités, comme je vous montre ici. Donc, ça se gère maintenant. Vous en faites pas. Vos radiologues et vos gynécos et vos généralistes le savent. Je laisse la dernière diapo qui est ici et je suis là pour répondre à vos questions. Parfait, magnifique. Donc, Anastasia, est-ce que nous avons encore des questions qui sont venues en Oui, route? donc, êtes-vous au courant des projets de détection précoce du cancer par le chien? Ah, c'est intéressant ces questions. C'est une intéressante question. Il n'y a pas seulement le cancer, il y a d'autres choses. Il y a le diabète, on connaît, mais ce n'est pas ma spécialité. Il y a le Covid aussi, puisqu'on en parle hein, et tout. Donc, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Maintenant, il faut bien voir que si vous prenez la masse de population de femmes qui mériteraient d'être dépistées, voilà, où est-ce qu'on a assez de chiens pour avoir une certitude? Nous, dans ce dont on c'est un contrôle régulier qui permet de dire, Madame, vous n'avez pas un cancer du sein de plus de 50 millimètres. Voilà, avec certitude, et revenez l'année prochaine pour que si jamais il y a quelque chose qui arrive, on puisse le détecter. Donc, je ne suis pas du tout contre ces éléments complémentaires de diagnostic. Hein. Je suis tout ouvert à ça. J'ai moi-même des petits chiens que j'adore aussi, mais ils font rien comme diagnostic. Mais je pense qu'il ne faut pas être obtus. Il faut être ouvert à ça. Après, il faut voir la praticabilité et la fiabilité. Merci. D'autres questions? Et Ah vraiment non, prof. non, après, il y a eu une patiente qui voudrait vous remercier. Ah, d'accord. Bah, c'est gentil. Moi, j'en ai aussi, bah, j'ai quelques éléments quand même à noter un petit peu en conclusion.
puisque là, on est dans, j'allais dire, la prévention avec le dépistage primaire. Tu as parlé de quelques éléments très importants par rapport au style de vie. J'aimerais aussi faire passer ce message, même si on parle effectivement de dépistage, c'est que le style de vie, on avait parlé des différentes hormones. Les hormones servent évidemment à la contraception, mais c'est important de tenir compte de certains effets secondaires qui peuvent être là, l'alimentation, le stress, mais on arrive à pallier à ces éléments justement en faisant des dépistages beaucoup plus tôt. Et un autre élément qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as dit, c'est que maintenant, généralement, en dépistant de manière précoce, c'est clair que le mot cancer fait peur, mais en dépistant de manière précoce, en principe, euh, on ne va pas mourir de ce cancer, on va pouvoir avoir une chirurgie qui est minimale et on va éviter d'arriver à une maladie qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus évoluée, où les interventions seront plus lourdes et où la probabilité d'avoir un impact sera plus importante. Donc ça, c'est vraiment des messages que je trouve assez incroyables. Oui, en fait, ce qui m'a motivé à faire cette recherche et ce topo, c'était il y a 3 ans à Sion, en septembre. J'ai eu 3 femmes de moins de 30 ans qui ont un cancer du sein. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là. Bon, 2 avaient une hérédité chez la maman, puis une autre, elle a eu un nodule. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait un peu de littérature. C'est là que j'ai trouvé que ça avait passé de 1 sur 12 à 1 sur 8. Donc, en 30 ans, dans 30 ans, on en est où? Moi, je ne serai plus là, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place? Après, on dit oui, on peut détecter des cellules cancéreuses dans le sang, mais une fois qu'on a détecté dans le sang, il faut aller trouver où est la tumeur. On retombe sur des modalités d'IRM ou d'ultrasons, etc., comme ça, parce que il y aura peut-être après des thérapies entre guillemets géniques, style mRNA, où on chargera le mRNA avec des particules radioactives qui va aller détruire des tumeurs. Ça se fait, c'est l'immunothérapie. Hein. Ça se fait déjà maintenant pour le mélanome, par exemple, les métastases de mélanome. On a une plus grande survie qu'avant. Donc, est-ce que dans 20 ans, on n'opérera plus les tumeurs, on se contentera d'injecter des choses qui vont aller tuer les cellules tumorales? C'est possible, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et il y a une génération de femmes maintenant qui arrivent vers la trentaine et quand eux, ou celles qui sont à 40 jusqu'à 60, qu'est-ce qu'elles doivent choisir? Et si on regarde l'absence d'irradiation, la fiabilité et tout, on pourrait. Il y a deux volets maintenant, si on veut terminer là-dessus. Il y a l'échographie automatisée, ça rend les choses plus, on va dire, simples et fiables. Et puis, il y a aussi l'IRM courte. Mais l'IRM courte, on doit injecter du gadolinium. Il n'y a pas d'allergie particulière comme à l'iode avec le scanner. Ça coûte 120 balles quand même. Et l'examen coûte autour de 400-500 francs. Mais il y a des gens qui commencent à faire ça. L'IRM courte, c'est un quart d'heure dans la machine. Vous n'avez rien, vous n'avez rien. C'est ça. Ah, il y a aussi une question. Est-ce que le dépistage par la thermographie est fiable? C'était une ancienne technique que j'ai connue et que j'ai utilisée quand je suis arrivé en Valais en 94. Alors, la thermographie, en fait, ça mesure la température de surface du sein et qui peut changer en fonction de la vascularisation. C'est surtout les veines qui sont à la surface du corps qui vont augmenter la température quand on a quelque chose qui augmente la vascularisation dessous. Donc, ça peut être une inflammation, ça peut être une tumeur aussi, mais c'est moins fiable que l'échographie. Nous, on l'a abandonnée. En plus, elle n'est pas remboursée non plus par les assurances alors qu'elle était il y a une trentaine d'années. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des gens qui font de l'optique sur le sein. Il y a beaucoup de technologies, on va dire, annexes que j'ai suivies un petit peu aussi. Mais maintenant, je reviens à l'échographie un petit peu au centre et probablement un petit peu l'IRM quand les seins sont difficiles. Et la mammographie reste pour les microcalcifications et les seins volumineux, de chaque 2, 3 ou 4 ans, à dire. Parfait. Aussi, donc, il y a une question un peu plus curieuse. Il serait possible, avec les progrès de la technologie, d'identifier le début de changements cellulaires qui provoquent la formation du cancer avant que le devienne physique. Alors ça, c'est possible. C'est ce que je parlais tout à l'heure pour d'autres cancers. On décèle des protéines, on va dire comme ça, en circulation dans le sang. Je ne suis pas très féru là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on détecte des protéines de cancer du côlon, du sein ou du poumon dans le sang, après, il faut aller les trouver. Et je pense que c'est au début, je pense que c'est cher, mais je pense que c'est possible. Mais après, il fallait trouver la tumeur. Donc, appliquer ça aussi
à, je sais pas moi, des centaines de femmes, des milliers ou des centaines de milliers de femmes, c'est pas simple. C'est des technologies qui ont peut-être pas, qui sont pas accessibles dans les pays, on va dire, moyennement industrialisés ou peu industrialisés. L'abus, par exemple, là, comme ça, les Chinois, ils commencent parce qu'ils ont la possibilité de les construire probablement, et puis ils ont des femmes qui n'ont pas des très gros seins. Donc il faut regarder qu'est-ce qui est applicable. Je pense que il faut évoquer ces molécules qui circulent, mais ce n'est pas encore maintenant, à mon avis, applicable. Merci. Merci. D'autres questions avant que l'on conclue? Profitez, puisque voilà, nous avons vraiment un expert là pour pouvoir répondre aux questions. Ah, et le marqueur génétique? Quelqu'un demande. Oui. Les marqueurs génétiques, c'est un peu la même question, en tout cas en partie, par rapport à certaines protéines ou certains gènes qui sont utilisés. Ça dépend si on parle de génétique ou épigénétique. Ça, c'est tout un autre débat, je dirais, qui est passionnant. On a vu que les cancers génétiques, c'est 5-10%, peut-être 15% dans certains cas, mais qu'une bonne partie, puisque toute tumeur a une origine épigénétique, ça veut dire une modification des gènes suite à l'environnement. Absolument. C'est un sujet qui a été repris par quelques compagnies, quelques firmes. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur Google Mammorisk avec un K à la fin. C'est une société qui vend un logiciel, on va dire, de prédiction relative, on peut dire comme ça, de risque sur les 5 ans. On a discuté avec eux. On est en train de voir si on peut faire quelque chose avec chose. Et puis, je crois que c'est la société PrediLife aussi, qui fait beaucoup de choses, pas seulement sur le sein, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça. Un autre site qui est intéressant, c'est dancebreast.org ou dancebreast. Vous avez aussi la filiale européenne qui parle de ça. C'est en anglais, c'est en français. Là, vous pouvez vous trouver des informations complémentaires peut-être à ce qu'on a dit ce soir. Magnifique. Ben, écoutez, on est déjà à presque 1 heure et demie de conférence, donc vraiment, Désolé, non, c'est plutôt incroyable. Ça veut dire on a vraiment un intérêt, puis je vois qu'il y a encore la majorité des gens qui sont là. En tout cas, s'il y a encore des questions, sachez que ce webinaire sera donc mis donc à disposition sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay. Là aussi, s'il y aura des questions, vous pourrez aussi les mettre. Et puis, finalement, on a encore juste un dernier message aussi de Carole qui confirme que l'élément abus, c'est confortable, qu'il n'y a pas de douleur et puis que voilà, c'est vraiment un examen qui permet de donner toutes ces informations dans un temps et une sécurité et un confort. Donc, merci encore, Dominique. Merci, Docteur Fournier, pour tout ce temps. Merci beaucoup à tout le monde aussi et félicitations d'être encore là après 1 heure et demie. C'est incroyable. Donc, parlez-en autour de vous. C'est vraiment assez extraordinaire qu'on puisse avoir cet appareil sur Montreux. Donc, Docteur Fournier a installé cet appareil. C'est parmi les premiers, en tout cas, de Suisse. C'est une première. Et puis, ça va se répandre. Donc, on est vraiment à une nouvelle ère du dépistage du cancer du sein. Et puis, voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vois qu'il y a encore des gens qui disent c'est passionnant, on pourrait rester encore. Tu vois, Dominique? Donc, moi, j'ai un tout petit message encore, si jamais, parce que absolument. vous êtes inscrit avec votre email. Si vous le souhaitez être au courant de ce qui va se passer l'année prochaine sur Abus, parce qu'on est en train de justement mettre de nouveaux appareils dans le tuyau, vous pouvez nous écrire ou on va peut-être fonder une petite, je sais pas, communauté, tout ça, pour avoir de l'information complémentaire par toi, Igor, si tu veux bien, parce que tu manages bien tout ça. Donc, on vous donnera des informations petit à petit au fil du déroulement de ce qui j'aimerais qu'il se passe l'année prochaine à ce propos. Oui, absolument. Merci beaucoup. Un dernier petit mot pour la fin, Dominique.
Eh bien, d'abord, bonne fête de fin d'année et puis ne paniquez pas devant toutes ces informations. Je dis souvent aux femmes qui ont un petit cancer du sein, c'est moins grave qu'une pancréatite ou qu'un AVC et c'est vrai. On ne devrait pas parler de cancer du sein comme on parle de tous les autres cancers lorsqu'ils sont petits et sans métastase parce que les femmes ne vont pas mourir de ça, c'est avec certitude. C'est Donc, ça. il faut en parler, il faut diffuser l'information, il faut parler aux copines. Tu as 40 ans, tu devrais demander à ton médecin qu'est-ce qu'il en pense. Et puis, si les gens sont résistants, ils disent, mais moi, je veux. De toute façon, souvent, les femmes ont des franchises élevées et c'est elles qui vont payer les 300-400 francs de l'examen. La bus sera probablement autour de 150 à 200 francs. On aimerait travailler avec des assurances complémentaires. Moi, je ne veux pas trop m'occuper de faire rentrer ça dans l'assurance de base parce que ce n'est pas mon job et vous savez que ça prend du temps. Mais voilà, est-ce qu'on met 200 francs par année pour être sûr qu'on ne va pas avoir un cancer du sein qui va nous faire enlever un sein ou nous diminuer notre survie? C'est un petit peu ça l'équation pour finir. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, effectivement, c'est le groupe 3R. On vous communiquera des informations par après, aussi sur les réseaux sociaux et sur YouTube. À Montreux, l'appareil se trouve à Montreux. Il y en aura certainement d'autres qui vont se mettre. On a Vive la vie, bravo, bonne fête de fin d'année. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est pleine santé. Prenez soin de votre santé. Je dis toujours, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On n'en a qu'une. Donc, soyez dans le préventif. Magnifique fête de fin d'année et puis à bientôt. À bientôt, au Je revoir vous à tous. embrasse, au revoir.